Tout commence toujours par quelque chose de petit, d'inoffensif, presque réconfortant dans sa prévisibilité. Comme la façon dont ma mère assaisonne trop la salade, ou la façon dont elle place la bouteille de vin juste hors de ma portée, comme si elle pensait encore que je pourrais trop boire et dire quelque chose d'inapproprié. Le rituel est si familier qu'il pourrait s'agir d'un office religieux, sauf que celui-ci est parfumé d'agressivité passive, de piques voilées et de ces longs silences malaisants qui ne sont pas vraiment silencieux du tout. Ce dîner n'était pas différent, poulet rôti, purée de pommes de terre, haricots verts trop cuits que maman insiste pour dire qu'ils ont juste besoin d'un peu de beurre. Et Lindsay, bien sûr, a apporté son plat d'accompagnement au cal et au quinoa que personne ne touche mais que tout le monde complimente. Nous sommes assis là, tous les quatre, comme des acteurs mal choisis dans une sitcom familiale qui a depuis longtemps dépassé sa date de péremption. Papa hoche beaucoup la tête, mâche lentement, évite le contact visuel. Le mari de Lindsay, Todd, n'est pas là. Voyage d'affaires, bien que je sois à moitié convaincu qu'il sait simplement ce qu'il en est maintenant. Je suis assise en face de ma sœur, qui rayonne encore. Elle rayonne toujours. Ses dents brillent pratiquement quand elle parle. Et, d'une certaine manière, ses cheveux sont plus beaux sous cet éclairage que les miens, même les jours où je suis au mieux de ma forme. Elle parle de ses enfants, naturellement, de la façon dont Jérémy a gagné le concours d'orthographe, et de la façon dont Clara est si avancée pour son âge que sa maîtresse de maternelle dit qu'il pourrait devoir la faire passer à la classe supérieure. Maman avale tout ça comme si c'était une crème brûlée. Papa hoche de nouveau la tête. Je bois une gorgée d'eau, puis maman le fait. Elle se penche, pose sa fourchette comme si elle était sur le point de faire tomber la sagesse du sommet de la montagne, et elle dit, « Lindsay, honnêtement, je ne sais pas comment tu fais tout ça. Tu es juste. Tu es celle dont nous sommes fiers. » La pièce ne se tait pas. Oh, non. Ce serait trop généreux. Elle reste juste suspendue là, épaisse et aigre, comme un vieux parfum accroché à des rideaux. Papa se remue sur sa chaise. Lindsay rougit, secoue la tête modestement, fait ce faux numéro de « arrête », maman et qu'elle a perfectionné au fil des ans. Je continue à mâcher mon poulet. Je ne tressaille pas. Je ne parle pas. Mais quelque chose en moi, un fil mince et négligé, se rompt. Elle a déjà dit des choses comme ça, plusieurs fois, de différentes manières. Vous savez, Lindsay a toujours eu cette ambition, où vous êtes juste si différente, c'est tout, ce qui est un code pour tu n'as jamais tout à fait été à la hauteur. Mais celle-ci, cette fois, on aurait dit un clou enfoncé dans un cercueil qui était déjà fermé depuis des années. Je pense que ce qui m'a stupéfaite, ce n'était même pas la phrase elle-même. C'était la façon dont elle l'a dit sans effort, comme si c'était simplement un fait connu comme la gravité ou que le ciel est bleu, que je n'étais pas quelqu'un dont on pouvait être fier et que tout le monde à table le savait déjà. J'ai hoché la tête lentement, j'ai de nouveau pris note mentalement de la bouteille de vin et j'ai plutôt pris mon verre d'eau. Quelqu'un a besoin d'aide pour débarrasser, ai-je dit avec un sourire qui ressemblait à du papier mâché étiré sur du ciment humide. Je me suis levé, j'ai commencé à empiler les assiettes et Lindsay m'a lancé un regard reconnaissant, comme si je venais d'offrir de donner un rein. Merci, Ra, a-t-elle dit, déjà à moitié engagée dans une autre histoire sur la liste de lecture de Clara. Dans la cuisine, j'ai jeté de la purée de pommes de terre à la poubelle avec un calme qui semblait pratiqué. J'ai rincé, essuyé, empilé. Ma mère a plané à côté de moi à un moment donné, séchant des fourchettes et fredonnant comme si tout allait parfaitement bien. Je n'ai pas parlé jusqu'à ce que la dernière assiette soit dans le lave-vaisselle. Je me suis retourné vers elle à ce moment-là. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais les mots se formaient déjà avant que je puisse les arrêter. Je me suis penché assez près pour que ma voix ne porte pas dans la salle à manger, et j'ai dit doucement mais clairement, « Tu sais quoi, maman ? Tu peux garder ta fierté. J'ai passé 40 ans à apprendre à vivre sans. » Son visage n'a pas changé immédiatement, mais j'ai vu quelque chose clignoter, comme quelqu'un qui réalise trop tard qu'il a laissé le feu allumé. Puis j'ai souri, j'ai essuyé mes mains sur une serviette et j'ai dit, « Merci pour le dîner », comme si rien ne s'était passé. J'ai marché jusqu'à la porte, j'ai embrassé légèrement papa, j'ai donné une tape sur l'épaule à Lindsay et je suis sorti dans l'air frais de la nuit sans un seul regard en arrière. Il y avait quelque chose de spécial dans ce moment. Peut-être était-ce la façon dont la lumière du porche bourdonnait comme si elle était sur le point de griller, ou la façon dont l'air sentait légèrement l'herbe coupée et l'essence qui donnait à tout un sentiment étrangement définitif, comme si un chapitre venait de se terminer, et que personne d'autre que moi ne l'avait remarqué. Je suis rentré chez moi, j'ai enlevé mes chaussures, je me suis versé un verre du bon vin rouge que je gardais, et je me suis assise en silence,
téléphone en mode avion, en regardant la condensation ramper le long du verre. Je ne me sentais pas en colère, pas exactement, plutôt vide, mais d'une manière propre et claire, comme une étagère qui a enfin été dépoussiérée. Le lendemain matin, mon téléphone vibrait avant même que j'ouvre les yeux. Texto après texto, appel manqué, l'INSEE, papa. Même un message d'un de mes cousins à qui je n'ai pas parlé depuis Thanksgiving dernier. Celui qui m'a arrêté net était de l'INSEE. Il disait simplement, maman est en larmes et ne veut parler à personne. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai regardé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai posé le téléphone, j'ai pris une autre gorgée du vin de la veille et j'ai souri. Pas parce que je l'avais blessée, mais parce que pour une fois, elle avait enfin écouté. Il y a quelque chose d'étrange dans la façon dont le silence s'installe sur vous lorsque tout le monde essaie de vous joindre en même temps. Lorsque votre téléphone s'allume avec des messages de personnes qui oublient habituellement votre anniversaire, qui n'appellent pas pendant les vacances, qui ne vous ont jamais demandé comment vous alliez vraiment, mais qui ont soudainement besoin de savoir exactement ce que vous avez fait pour que votre mère de 71 ans s'enferme dans sa chambre comme un enfant réprimandé. Je n'ai répondu à aucun d'eux, pas par méchanceté ou suffisance, mais parce que la vérité, ma vérité, me semblait trop sacrée pour être diluée par des explications précipitées ou mal interprétées à travers le regard de quelqu'un d'autre. Je savais que ce que j'avais dit à maman n'était pas cruel. Ce n'était pas crié. Cela ne venait pas d'un désir de vengeance. Mais cette seule phrase avait ouvert quelque chose de brut et d'infecté qui suppurait sous les sourires polis et les manières de table du Midwest de notre famille depuis des décennies. J'ai passé cette matinée dans une sorte de calme étrange et suspendu. Pas de musique, pas de télé, juste moi et mes pensées, faisant les 100 pas dans l'appartement. J'ai fait du café que je n'ai pas bu, j'ai ouvert le frigo 4 fois et je n'ai rien sorti, j'ai regardé le mur comme s'il pouvait répondre à une question que je n'avais pas osé poser. La vérité est que lorsque vous grandissez en tant qu'enfant que l'on ne voit pas, non pas parce que vous êtes mauvais, non pas parce que vous avez échoué, mais parce que quelqu'un d'autre brille constamment si fort qu'il aveugle tout le monde dans la pièce, vous apprenez à vivre dans l'ombre. Vous apprenez à jouer le rôle de l'aide, du pacificateur, de celui qui plie les serviettes sans qu'on le lui demande, qui propose de conduire grand-maman chez le médecin lorsque l'INSEE est trop occupé avec des choses plus importantes, qui se souvient de l'anniversaire de tout le monde même lorsque personne ne se souvient du vôtre. Vous devenez si doué pour rétrécir que vous oubliez ce que ça fait de prendre de la place, jusqu'à ce qu'un jour vous disiez quelque chose qui fait craquer les murs, et alors tout le monde se comporte comme si vous aviez apporté un marteau au dîner de Thanksgiving. Le silence n'a pas duré longtemps. Vers 11 heures, mon téléphone a sonné à nouveau, cette fois avec le nom de mon beau-frère qui s'allumait à l'écran. Todd ne m'appelle jamais, même pas quand l'INSEE et lui sont en ville et ont besoin de quelqu'un pour garder les chiens, ce que j'ai fait plus de fois que je ne peux en compter sans même un texto de remerciement. J'ai laissé passer à la messagerie vocale au début, mais il a rappelé immédiatement après. Et pour une raison quelconque, j'ai décroché la deuxième fois. Peut-être par curiosité, ou peut-être juste parce que je voulais entendre comment le mari de la sœur en or essaierait de culpabiliser la déception de la famille. Sa voix était tendue, coupée, polie d'une manière qui porte toujours un tranchant. Et, Rachel. Je t'appelle parce que ta mère est vraiment bouleversée. L'INSEE panique. Elle dit que tu lui as dit quelque chose qui l'a vraiment blessée. Je me suis adossé à ma chaise, les yeux traçant une fissure au plafond que je n'avais jamais remarquée auparavant, et j'ai dit très calmement, je lui ai dit la vérité, Todd. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a des années. Il y a eu une pause de son côté, comme s'il ne savait pas quoi faire de ça. Puis il s'est raclé la gorge et a marmonné quelque chose sur le fait que maman ne mange pas et qu'elle est juste allongée dans son lit en pleurant, ce qui est censé me faire sentir comme la méchante de la semaine. Mais tout ce que je ressentais, c'était de l'épuisement, non pas à cause de la culpabilité, parce qu'il n'y en avait pas, mais à cause du poids immense de porter tant de ressentiments inexprimés pendant si longtemps, d'être censé rester silencieuse pendant que tous les autres pouvaient être bruyants, aimer et pardonner avant même de s'excuser. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le bord de mon canapé et j'ai commencé à repenser, non seulement à ce qui s'était passé la nuit dernière, mais à tout ce qui s'était passé avant, le flot incessant de comparaisons, les compliments empoisonnés, la façon dont ma mère agissait toujours avec surprise chaque fois que je faisais quelque chose de bien, comme si le succès de ma part était un accident plutôt qu'une possibilité. Je me suis souvenu que j'avais 14 ans et que j'étais puni pour être rentré tard, même si j'étais sorti à la recherche de l'INSEE, qui s'était faufilé pour rencontrer un homme plus âgé dont elle ne voulait pas que maman soit au courant. J'ai pris le blâme parce qu'elle a pleuré et a dit que si maman le découvrait, elle ne lui ferait plus jamais confiance.
Je me suis souvenu que j'avais 17 ans et que j'avais refusé une bourse d'études dans une école en Oregon parce que ma mère a dit qu'elle ne savait pas comment elle se débrouillerait sans quelqu'un pour l'aider à la maison maintenant que l'INSEE se cherchait pendant une année sabbatique en Europe. Et je me suis souvenu des anniversaires avec des gâteaux achetés en magasin et une seule carte de papa tandis que l'INSEE avait des fêtes avec des serviettes assorties et des thèmes élaborés et un diaporama de ses photos de bébés jouant en arrière-plan. Toutes ces choses avaient creusé des sillons en moi, subtils et silencieux, jusqu'à ce que je ne sache plus comment me tenir droite sans me pencher un peu pour que tout le monde soit à l'aise. Mais la nuit dernière était différente. La nuit dernière, je ne me suis pas penché. Je n'ai pas crié non plus. J'ai juste dit la vérité d'une voix si calme que cela l'a probablement effrayé plus que tout ce que j'aurais pu dire d'autre. Je lui ai dit que j'en avais fini de courir après son approbation comme si c'était une sorte de prix qu'elle gardait juste hors de portée. Et si cela l'a fait pleurer, c'est peut-être parce qu'elle a finalement réalisé qu'elle ne pouvait plus ignorer ce qu'elle ne m'avait jamais donné. J'ai pensé à envoyer un texto à l'INSEE en retour, juste quelque chose de court et de tranchant, comme peut-être demander à maman pourquoi entendre la vérité faisait si mal. Mais je ne l'ai pas fait, pas encore. Au lieu de cela, j'ai laissé le silence s'étirer un peu plus longtemps parce que pour la première fois depuis des années, c'était enfin à mes conditions. Et c'est peut-être ça qui leur faisait le plus peur. Quand elle s'est finalement présentée à ma porte, je savais que c'était elle avant même de regarder par le Judas. Pas parce qu'elle frappait d'une manière spéciale ou parce que je pouvais entendre le rythme distinctif de ses pas à travers la moquette du couloir, mais parce qu'il y a une sorte de silence particulier qui suit l'INSEE partout où elle va quand elle n'a pas le contrôle de l'histoire, un brouillard invisible, chaud et tendu qui vous dit que quelqu'un est sur le point d'essayer de réécrire la réalité pour mieux l'adapter à la version où elle est toujours l'héroïne. Elle a frappé 2 fois, puis est restée là, répétant sans doute ses répliques, pensant probablement qu'elle pourrait se sortir de ça avec son charme comme elle s'était sortie de toutes les conséquences depuis que nous étions enfants. Mais je n'ai pas ouvert la porte tout de suite, pas parce que je voulais affirmer une sorte de pouvoir, mais parce que j'avais besoin d'une seconde de plus pour me préparer à la performance que je savais sur le point de se dérouler devant moi. Quand j'ai finalement ouvert, elle était déjà à moitié en train d'inspirer, comme si elle avait pratiqué sa phrase d'ouverture et ne voulait pas perdre son élan. Son visage était rouge, ses yeux grands ouverts, ses lèvres pincées dans ce demi-sourire qu'elle utilisait quand elle voulait paraître raisonnable tout en étant absolument furieuse à l'intérieur. « On peut parler ?» a-t-elle dit sans attendre de réponse, entrant déjà dans mon appartement comme si c'était encore une extension de la scène où elle joue le rôle de la belle-fille, de la sœur aimante, de la femme qui a tout sous contrôle. Je ne l'ai pas arrêtée. Je n'ai pas offert de café, ni de bavardage, ni un siège. Je me suis appuyé contre le mur près de la cuisine et je l'ai juste regardé bouger comme un nuage de tempête en talons, faisant les 100 pas de cette façon frénétique qu'elle avait toujours quand quelque chose ne se passait pas selon son scénario. « Tu n'as vraiment pas pu te tenir tranquille pour un dîner ?» a-t-elle commencé, sa voix tranchante, mais juste en deçà du cri, le genre de ton que vous utilisez quand vous faites semblant de ne pas être furieux en public. Il fallait que tu fasses en sorte que ce soit à propos de toi. Tu as la moindre idée de ce que tu as fait à maman. Je suis restée silencieuse, non pas parce que je n'avais pas 1000 choses que j'aurais pu dire, mais parce que je voulais qu'elle remplisse l'air d'abord, je voulais qu'elle se dénoue sans que je lui donne un seul fil à mettre sur le dos de qui que ce soit. Elle est dévastée, a-t-elle continué à faire les 100 pas, les mains s'agitant. Elle n'a pas mangé. Elle ne veut pas sortir de sa chambre. Papa dit qu'elle parle à peine. Et pourquoi faire ? Parce que tu avais besoin d'avoir une petite crise de nerfs à propos de quelque chose qui, honnêtement, n'était même pas si grave que ça. Et voilà, l'expression que j'attendais, celle qui venait toujours quand l'INSEE avait besoin de minimiser la douleur de quelqu'un d'autre afin de garder les projecteurs braqués fermement sur sa propre image rayonnante. Pas si grave que ça, comme si 40 ans passés à être dédaignés, diminués et stratégiquement oubliés pouvaient être classés comme un léger inconvénient. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai juste regardé, vraiment regardé, et j'ai dit, « Te souviens-tu même de ce que j'ai sacrifié pour toi ?» Son expression a vacillé une seconde, un éclair de quelque chose d'instable traversant ses yeux parfaitement maquillés, mais il a disparu aussi vite qu'il était apparu. « De quoi tu parles ?» a-t-elle rétorqué, les bras croisés maintenant, la pose de défense classique de l'INSEE. « Tout ce que j'ai, je l'ai mérité. Ne fais pas comme si je t'avais pris quelque chose. » Et c'est alors que j'ai réalisé qu'elle ne savait vraiment pas. Ou peut-être qu'elle l'a su une fois et l'a juste enfoui si profondément sous des années de mémoire sélective et d'éloges familiaux qu'elle a oubliés. Je l'ai dépassé et j'ai ouvert la petite boîte que je garde au fond de mon placard, celle qui est remplie de vieilles lettres d'admission, de lettres de recommandation,
de choses que je n'ai jamais montrées à personne parce qu'il ne semblait jamais y avoir de bons moments pour évoquer mais aurait pu être. J'ai sorti la lettre de l'Université de l'Oregon, bourse complète, logement inclus, une opportunité que je n'ai jamais saisie parce que maman m'a fait asseoir un soir, les yeux larmoyants et accablés, et m'a dit qu'elle ne savait pas comment elle se débrouillerait avec l'INSEE qu'il se cherchait, encore et papa qui faisait des heures supplémentaires. Elle ne m'a jamais demandé de ne pas y aller. Elle a juste peint le tableau avec tant de détails minutieux qu'il semblait égoïste d'envisager même de partir. Je lui ai tendu la lettre, je l'ai laissé la lire en entier, et quand elle a finalement levé les yeux, son visage s'était adouci juste assez pour que la vérité s'imprègne. « Tu es resté ?» a-t-elle demandé, comme si l'idée même était étrangère. Pour moi. Je n'ai pas hoché la tête. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, je me suis penché légèrement et j'ai dit, « Tu te souviens de cette nuit en 98 après ta petite fête chez Josh Dugan? Celle où maman a trouvé ta bouteille de vodka sous mon lit et tu l'as laissé penser que c'était la mienne ?» Son visage s'est figé. Pour la première fois, peut-être, l'INSEE n'avait pas de scénario, pas de réplique spirituelle, pas de redirection intelligente. Je ne pensais pas que tu te souvenais de ça, a-t-elle murmuré, soudainement très intéressée par le motif de mon tapis. J'ai souri, non pas parce que j'étais heureuse, mais parce que la regarder tâtonner face à une réalité qu'elle pensait avoir enterrée me donnait l'impression de récupérer un morceau de moi-même que je ne savais même pas avoir perdu. Cette nuit-là, ai-je dit, ma voix calme mais solide, c'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'en avais fini de prendre des balles pour toi. Je ne l'ai juste pas dit à voix haute avant maintenant. J'ai marché jusqu'à la porte, je l'ai ouverte et j'ai fait un geste. Elle n'a pas bougé au début, elle est juste restée là à me regarder comme si elle attendait une fin différente. J'ai dit à maman quelque chose qu'elle avait besoin d'entendre depuis longtemps, ai-je dit en sortant. Je lui ai dit, tu ne m'as jamais aimé. Tu avais juste besoin de moi. Sa main s'est arrêtée sur la poignée de porte, les jointures pâles. Elle s'est retournée, les yeux perçants avec quelque chose entre la colère et la culpabilité, et a demandé, « Qu'est-ce que tu veux de nous, Rachel ? Des excuses ? De la pitié ? Une reprise ?» J'ai ri, doucement, amèrement, sans cruauté, et j'ai dit, « Non, je veux juste que tu te souviennes, c'est tout. » J'ai refermé doucement la porte derrière elle. Pas de claquement, pas de théâtre. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, j'ai ressenti ce genre de silence qui n'exige rien de toi, qui ne t'étouffe pas sous le poids des choses non dites, juste la paix, froide, propre et méritée. Il y a un poids très particulier qui s'abat sur tout lorsqu'une famille qui prospère sur les apparences commence à se désagréger en silence, pas par des disputes à cris perçants ou des confrontations théâtrales comme on pourrait en voir dans un film, mais de manière plus silencieuse, bien plus corrosive, où personne n'appelle, personne n'envoie de SMS, et où tout le monde fait semblant que l'absence de communication est en quelque sorte plus respectueuse que la présence de dure vérité. Pendant 72 heures, je n'ai pas entendu un mot de qui que ce soit dans ma famille. Pas un seul signal de l'INSEE, pas de tentatives hésitantes de ma mère, et même mon père, qui a perfectionné l'art de la neutralité lâche, est resté un fantôme invisible dans un foyer où il a depuis longtemps appris que dire moins, c'est être plus aimé. Au début, le silence ressemblait à un cadeau, un répit étrange et bienvenu de l'obligation constante de faire preuve de politesse, d'avaler chaque pensée qui pourrait mettre quelqu'un d'autre mal à l'aise juste pour maintenir une paix qui ne profitait qu'à eux. J'ai cuisiné des repas pour une personne seule, avec de la musique douce en fond sonore, j'ai bu du café sur mon balcon pendant que le soleil peignait de lumière les bâtiments, et je me suis accordé l'espace de respirer sans me préparer à la prochaine embuscade émotionnelle déguisée en conversation affectueuse. Mais alors que le deuxième jour s'est fondu dans le troisième, j'ai pu sentir la tension revenir, non pas parce que je regrettais ce que j'avais dit, mais parce que j'ai commencé à sentir avec une clarté croissante que le silence n'était pas simplement le résultat d'un choc ou d'une douleur. C'était une stratégie. Les familles comme la mienne ne s'effondrent pas quand quelqu'un ment. Elles se désagrègent quand quelqu'un finit par dire la vérité. Et maintenant que je l'avais fait, maintenant que j'avais posé la vérité sur la table comme une pierre brute et non taillée, personne ne pouvait l'ignorer ou la remodeler. Tout le monde se démène à sa manière pour trouver comment la faire disparaître sans jamais l'aborder directement. C'est alors que mon téléphone a sonné, de façon inattendue, stridente dans le calme de mon appartement, et j'ai vu le nom de mon père sur l'écran, son nom si rarement associé à un rôle actif dans la dynamique familiale que j'ai failli ne pas répondre, m'attendant à moitié à ce que ce soit un appel involontaire ou une erreur de manipulation. Mais j'ai décroché, curieux et calme, et après une pause de respiration maladroite de son côté, il a parlé d'une voix plus basse que d'habitude, comme s'il m'appelait depuis un confessionnal plutôt que depuis sa propre maison.
Ta mère ne va pas bien, a-t-il dit avec ce mélange habituel d'inquiétude et d'évitement qu'il utilise depuis toujours. Elle n'a pas beaucoup mangé. Elle est juste allongée dans son lit, sans vraiment parler. J'ai attendu, lui laissant l'espace de dire ce qu'il avait à dire, sachant pertinemment que son intention n'était pas de me comprendre ou de me soutenir, mais de m'enrôler pour réparer quelque chose que je n'avais pas cassé. Lorsque le silence entre nous s'est étiré trop longtemps pour son confort, il a ajouté, « Je pense que peut-être si tu l'appelais, disais quelque chose, je ne sais pas, ça pourrait l'aider. » Il y avait quelque chose de profondément ironique dans l'idée qu'après toutes ces années passées à me sentir invisible, il était maintenant en quelque sorte de ma responsabilité d'apaiser la femme même qui avait passé sa vie à me rappeler, subtilement et ouvertement, que j'étais moins en moins accompli, moins aimable, moins digne de fierté. J'ai failli rire, non pas par cruauté, mais à cause de l'absurdité prévisible de tout cela. Ma mère avait passé des décennies à façonner le récit familial autour de l'INSEE, à la construire en cet emblème brillant de succès et de bonté, tandis que j'avais été réduite à l'arrière-plan pratique, la sœur aînée sur laquelle on pouvait toujours compter pour nettoyer, calmer le jeu et rester silencieuse. Je pense qu'elle a juste besoin de temps, ai-je dit lentement, choisissant chaque mot comme s'il pouvait être gravé dans la pierre, du temps pour réfléchir aux choses qu'elle a toujours choisi de ne pas voir. Mon père a soupiré, le genre de soupir qui en dit long sans rien dire du tout, et a marmonné, « D'accord, fais-moi juste savoir si tu changes d'avis », avant de mettre fin à l'appel avec un clic qui sonnait définitif, même s'il ne l'est jamais. Je ne l'ai pas appelé. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Je lui ai écrit une lettre, pas un manifeste dramatique ou une confession larmoyante, mais une liste, une simple liste factuelle écrite à l'encre sur du papier épais, pliée soigneusement et glissée dans une enveloppe sans adresse de retour, comme si même le papier lui-même savait que je n'attendais pas de réponse. La lettre contenait les années, les dates et les moments. Elle disait, « Quand l'INSEE a été suspendu en 3e et que tu as dit aux gens que c'était moi, je suis restée silencieuse. Quand tu as oublié ma remise de diplôme parce que l'INSEE avait la grippe, j'ai dit que c'était bien. Quand je t'ai regardé rayonner au mariage de l'INSEE et que je n'ai pas trouvé une seule photo de toi souriant ainsi au mien, j'ai avalé la boule dans ma gorge et j'ai dit à tout le monde combien la journée était belle. Quand je t'ai conduite à la chimio et que j'ai attendu des heures sur les parkings parce que l'INSEE était trop occupé, tu as dit aux gens qu'elle ne t'avait jamais quitté. Et à la fin de cette liste, sous la dernière ligne, j'ai écrit la seule chose qui comptait encore, je n'ai jamais voulu être meilleur qu'elle. Je voulais juste que tu me voies. Je l'ai déposé dans leur boîte aux lettres tard dans la nuit sans fanfare ni théâtre, juste une offrande silencieuse de vérité enveloppée dans le genre de dignité qu'ils ne sauraient jamais pleinement apprécier. 3 jours se sont transformés en 4, et puis, sans avertissement, quelque chose est arrivé en retour. Une lettre. Pas de nom, pas d'écriture que j'ai reconnue immédiatement, juste une enveloppe glissée sous ma porte aux premières heures du matin, comme si quelqu'un voulait rendre l'appareil, mais ne pouvait supporter de me faire face en le faisant. Là, cachée entre de vieilles photos fanées, se trouvait une seule page déchirée d'un journal intime que je n'avais pas vu depuis l'âge de 10 ans, une page dont je ne me souvenais même pas avoir écrit avant de lire les mots dans mon propre gribouillis enfantin, « J'espère qu'un jour maman me sourira comme elle sourit à l'INSEE. » Et en dessous, à l'encre différente, clairement écrit récemment, se trouvait une seule ligne de l'écriture de ma mère, « Tu as toujours été assez bien. » Je ne savais juste pas comment le montrer. J'ai fixé les mots pendant longtemps, sans pleurer, sans ressentir de soulagement ou de pardon particulier, mais simplement en absorbant l'étrange sensation de vide que l'on ressent lorsque quelqu'un dit enfin quelque chose qui aurait pu compter s'il était arrivé 20 ou 30 ans plus tôt. J'ai plié la page lentement, je l'ai portée à la cuisine et je l'ai brûlée dans l'évier, non pas par rage ou par haine, mais parce que certaines blessures, une fois exposées, ont besoin de plus que des excuses pour guérir. Elles ont besoin de temps. Elles ont besoin d'espace. Et parfois, elles ont besoin d'être abandonnées pour arrêter de propager la pourriture. Alors que le papier se transformait en cendre et se recroquevillait jusqu'à disparaître, j'ai senti quelque chose s'installer en moi, pas la paix exactement, mais la clarté. Parfois, le silence est la réponse, non pas parce qu'il est juste, mais parce que c'est tout ce qui reste. Il existe une sorte de silence qui ne semble pas paisible ou réparateur, pas le silence du café matinal ou des livres lus près d'une fenêtre un jour de pluie, mais un silence plus lourd, celui qui s'installe au plus profond de vos os lorsque vous réalisez que ce que vous attendiez ou des excuses, une explication, un geste qui pourrait recoudre ce qui est effiloché depuis trop longtemps est enfin arrivé, seulement pour révéler que même la vérité, une fois dévoilée, peut sembler à la fois trop tard et pas tout à fait suffisant. L'enveloppe est arrivée tôt, glissée sous ma porte comme une offrande clandestine d'un fantôme essayant de se réécrire dans l'histoire. Elle n'avait pas d'adresse de retour,
mais je n'en avais pas besoin. Son poids était indubitablement le sien, non pas en volume, mais en énergie, dans ce mélange indubitable de culpabilité et de contrôle qui avait défini tant de ses gestes au fil des ans. Quand je l'ai ramassé, je l'ai tenu un long moment avant de l'ouvrir, laissant mes doigts tracer les bords du papier comme s'il pouvait me dire quel genre de récit j'allais recevoir, parce que dans notre famille, les mots n'ont jamais été de simples mots. Ils ont toujours été des armes, des cadeaux ou des marchandages de sentiments, toujours destinés à influencer, à corriger ou à racheter. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait 3 éléments, chacun plus soigneusement sélectionné que le précédent. Tout d'abord, une poignée de photos, dont certaines que je n'avais jamais vues auparavant, toutes me représentant à différents âges, toujours en arrière-plan, toujours à proximité de l'INSEE, mais rarement seul, rarement au centre. Il y en avait une d'un matin de Noël, quand j'avais peut-être 9 ans, tenant une poupée que j'avais oubliée depuis longtemps, les yeux grands ouverts avec cet espoir fugace que l'on n'a qu'avant que le monde ne nous apprenne à ne pas trop attendre. Il y en avait une autre de moi debout sous la pluie au match de soccer de l'INSEE, sans parapluie, juste un poncho et un sourire hésitant pendant qu'elle courait sur le terrain, triomphante et bruyante. Ensuite, pliée en 3 et cachée derrière les photos, il y avait la page qui m'a coupé le souffle. Elle provenait d'un journal intime que je n'avais tenu que pendant quelques mois quand j'avais 10 ans, la couverture perdue depuis longtemps dans la poussière du grenier et le temps. Le papier était fin, jauni par l'âge, l'encre légèrement effacée, mais mon écriture était indubitable, de grandes lettres rondes avec des lignes irrégulières, le gribouillis d'une petite fille qui avait trop de pensées et pas de véritable public pour aucune d'entre elles. L'entrée était simple, juste une phrase en fait, j'espère qu'un jour maman me sourira comme elle sourit à l'INSEE. La lire ne m'a pas brisé. Cela n'a pas provoqué de larmes, de rage ou quoi que ce soit d'aussi cinématographique. Au lieu de cela a juste creusé quelque chose qui avait déjà été vidé il y a longtemps et m'a simplement rappelé l'écho. Sous la confession de l'enfant, écrite d'une écriture plus soignée et plus exercée qui ne pouvait être que la sienne, il y avait les mots que je n'aurais jamais pensé voir, tu as toujours été assez bien. Je ne savais juste pas comment le montrer. Et voilà, ce qui se rapprochait le plus d'une confession que ma mère allait jamais faire, livrée non pas face à face, non pas avec des mains tremblantes et des yeux larmoyants, mais par l'encre et l'implication, comme si le fait de le mettre sur papier lui permettait de l'admettre sans avoir à vivre dans l'inconfort de le dire à voix haute. Il y avait une partie de moi, une petite partie fatiguée, qui voulait s'accrocher à cette page, comme une preuve que peut-être tout ce dont je me souvenais n'était pas imaginé, que peut-être la petite fille qui avait appris à se taire pour que sa sœur puisse briller n'avait pas été entièrement oubliée après tout. Mais cette partie de moi n'était plus aux commandes. J'ai pris la lettre, les photos, les restes fragiles d'une histoire dans laquelle je ne m'étais jamais porté volontaire pour jouer, et je les ai portés à la cuisine. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas dramatisé la situation. J'ai simplement allumé le brûleur, allumé une allumette et je les ai regardés brûler lentement, silencieusement, jusqu'à ce que le dernier bord du dernier mot se recourbe vers l'intérieur et devienne noir. Ce n'était pas un acte de colère. C'était un acte de clarté. Je n'avais pas besoin de sa culpabilité. Je n'avais pas besoin de ses excuses à moitié formées gribouillées sous l'espoir oublié d'un enfant. Ce dont j'avais besoin, ce dont j'avais toujours eu besoin, c'était d'être vu au moment où cela comptait, pas des décennies plus tard à travers la sécurité de la réflexion. Après, j'ai quitté l'appartement. Je n'ai dit à personne où j'allais. Je n'ai pas répondu au téléphone quand l'INSEE a appelé une fois de plus cet après-midi-là. J'ai marché jusqu'à un petit bar près de la limite du quartier, le genre où personne ne connaît votre nom et où tout le monde se mêle de ses affaires. Et je me suis assise là avec un verre de vin et le genre de calme qui ne vient qu'après avoir enfin cessé d'essayer de réécrire l'histoire. Une amie m'a rejointe, quelqu'un qui ne posait pas de questions, quelqu'un qui comprenait simplement le langage du silence. Et pour la première fois depuis ce qui m'a semblé être des années, j'ai ri, non pas parce que quelque chose était drôle, mais parce que j'ai enfin senti la tension se relâcher de mes épaules d'une manière qui n'exigeait ni performance ni explication. Et alors que nous étions assises là avec le soleil se couchant derrière les bâtiments et le bruit du monde juste assez loin pour se sentir en sécurité, j'ai réalisé quelque chose d'important, quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à croire jusqu'à présent. Le pardon, du moins le genre dont j'avais besoin, n'allait jamais venir des personnes qui m'avaient blessé. Il n'allait pas venir dans une lettre, un appel téléphonique ou une épiphanie livrée des années après les faits. Le pardon pour moi devait venir du fait d'abandonner le besoin qu'elles comprennent, de renoncer à la conviction qu'un jour elles se réveilleraient et verraient tout ce qu'elles avaient manqué. Je n'ai pas brisé ma mère. Je n'ai pas brisé quelque chose de délicat qu'elle avait construit. Ce que j'ai brisé, c'est le silence,
le silence obéissant et complice qui m'avait rendu invisible pendant la plus grande partie de ma vie. Et le problème avec le silence, c'est qu'une fois qu'il a disparu, une fois qu'il est rempli d'une vérité qui ne peut être ignorée, atténuée ou transformée en quelque chose de plus acceptable, il devient impossible de revenir au monde qui existait avant lui. La dernière chose que j'ai faite avant de quitter ce bar a été d'ouvrir le groupe de discussion que ma famille utilise pour partager des photos, des mises à jour et des messages de vœux obligatoires. J'ai fait défiler les messages que j'avais ignorés au cours des derniers jours, des photos des enfants de l'INSEE, un autre j'espère que vous allez tous bien générique de papa. Et puis, sans cérémonie, je les supprimais. Peut-être qu'un jour je leur reparlerai. Peut-être que non. C'est le genre de fin que la vraie vie offre, ni propre ni claire, mais rempli du genre d'incertitude qui laisse de la place à la fois à la paix et à la distance. Et peut-être, juste peut-être, que c'est tout ce dont j'avais jamais eu besoin en premier lieu, non pas d'avoir raison, ni même d'être aimé de la même manière, juste d'être libre.